de visio. Voilà. Très rapidement, je montre ma tombrine très rapidement. Je suis Benoît Thierry de la région Occitanie, donc co-organisateur de ce forum économie circulaire, auquel vous avez pu participer, j'espère, pour la plupart d'entre vous ce matin à la plénière, qui était riche d'enseignements et puis d'autre part qui était assez marrante, qui s'est finie sur une note assez rigolote autour de l'économie circulaire, donc c'était très bien. Et pour démarrer ces ateliers, le premier de tous, hein, c'est celui donc appréhender l'économie circulaire grâce à la responsabilité sociétale des entreprises, logique positive de synergie et facteur de performance globale. Alors, je ne sais pas si tout le monde autour de cette table virtuelle connaît bien ces notions de RSE. Moi, je dois avouer que pas trop. Donc, je vais découvrir plein de choses et je vais notamment découvrir comment sont liées ces notions de RSE, responsabilité sociale de l'entreprise, et d'économie circulaire et toutes les synergies qu'on peut trouver entre ces deux notions. Nous accueillons pour cet atelier les animateurs intervenants, Audrey de la Sayette, directrice des études au Master 2, droit et gestion de la RSE à Montpellier, et Florian Julien Saint-Amand, qui est créateur et co-gérant d'Ultimarino ANA. Bon atelier à tout le monde. À tout à l'heure. Bonjour à tous, donc je suis Luna Modo, je suis également de la région Occitanie et je suis étudiante auprès de Audrey de la Sayette. Avant de commencer, je vous propose un petit rappel des règles du jeu pour le confort et le bien-être de chacun et des intervenants. Pardon, petit bug technique. Donc, je disais, petit rappel des règles du jeu pour le confort et le bien-être de chacun. Merci de couper vos micros durant la durée de l'intervention et également de couper vos caméras pour éviter de saturer la bande passante. Au niveau des questions, on vous propose de les poser dans le chat. Nous les relèverons au fur et à mesure et nous y répondrons en fin de présentation. Un petit temps vous sera proposé. Concernant l'utilisation de Teams, vous avez donc en petite barre un petit carré en fait qui sert à afficher ou masquer la conversation à votre convenance et vous pouvez également afficher la présentation en grand écran pour des soucis de confort visuel. Bonne présentation à tous. Merci beaucoup, Luna. Je reprends la main du coup. Bonjour à tous. Florian et moi avons le plaisir de partager cet atelier avec vous cet après-midi, pour appréhender, comme l'a dit Monsieur Thierry, l'économie circulaire au travers de la notion de la responsabilité sociétale des entreprises et les synergies que ces concepts peuvent avoir. Tant pour la performance globale que pour une transition ou une adaptation et une pérennisation de l'activité économique. Pour aborder convenablement ce sujet, je souhaitais revenir sur l'histoire de ces concepts très populaires. Pardon, excusez-moi. Hop. Avec cette partie 1 sur ce qu'est réellement la RSE et la RSO, donc responsabilité sociétale des entreprises, ou avec le O, des organisations, quels sont les métiers et comment s'y former. Et Florian parlera en deuxième partie des points communs entre ces deux notions, de la complémentarité entre ces concepts et comment il a pu réussir à l'appliquer concrètement dans son entreprise. Alors, que sait-on réellement de la RSE, de la RSO ou du développement durable? Alors, c'est une synthèse non exhaustive des grandes étapes de l'histoire pour vulgariser et surtout pas vous endormir de ces concepts. Le plus important, je pense, et le plus visible à noter, c'est qu'on voit un rôle prépondérant des Nations unies dans la création de ces concepts. Avec les commissions mondiales et les conférences. J'ai vraiment pris le minimum pour vous expliquer, avec en 1972 un démarrage à Stockholm et la naissance des concepts d'environnement et d'éco-développement.
avec des acteurs essentiellement gouvernementaux et scientifiques. La commission Brundtland de 1987, avec la naissance du concept de développement durable et l'arrivée d'acteurs tels que les ONG. En 97, à Rio, enfin apparaît cette notion de responsabilité sociétale des entreprises, incluant les entreprises et les syndicats. Et en 2012, Rio plus 20 ans, avec le concept d'économie verte et l'arrivée de l'acteur consommateur, donc du consommateur. Au niveau des standards applicables aux organisations, on parlera de la plus ancienne des normes internationales qui sont les principes du coup directeurs de l'OCDE. Cette norme définit des principes de responsabilité sociale pour les entreprises. On voit qu'entre 1974 et 2011, il y a eu 5 révisions à peu près de ces normes, de mise à jour. Et l'objectif est de favoriser une conduite raisonnable des entreprises dans un environnement mondial en assurant la conformité réglementaire des normes internationales reconnues. En 1997, on peut voir apparaître le GRI, donc Global Reporting Initiative, avec 36 normes de reporting de développement durable qui consistent pour une organisation à établir un rapport public concernant ses impacts économiques, environnementaux et sociaux. Donc, qu'il s'agisse de leur contribution positive ou négative avec une finalité de développement durable. Donc, la transparence est en marche, on va dire. Ensuite, en 99-2000, on peut voir la naissance du Global Compact des Nations Unies, visant à inciter les entreprises du monde entier à adopter une attitude socialement responsable en s'engageant à promouvoir et à respecter plusieurs principes. Ces principes sont relatifs notamment aux droits de l'homme, aux normes internationales du travail, à l'environnement et à la lutte contre la corruption. Vous voyez ensuite en 2010 la naissance de l'ISO 26000, donc qui concerne les lignes directrices pour tous ceux qui ont conscience qu'un comportement socialement responsable et respectueux de l'environnement est un facteur clé de réussite pour l'organisation. Il s'agit d'une démarche volontaire, d'un langage commun autour de 7 questions centrales qui sont l'environnement, les bonnes pratiques des affaires, la gouvernance de l'organisation, la contribution au développement local, les relations et conditions de travail, la protection du consommateur, les droits de l'homme. Mais vous reverrez ces notions parce que ça fait beaucoup au fil de la présentation, ne vous en faites pas. Et vous voyez aussi tout en bas sous Rio plus 20, un petit schéma qui représente les 10-year framework of programs, dit d'un engagement visant à accélérer la transition vers une consommation et une production plus durable. Voilà pour un peu d'histoire rapide. En 2016 aussi, en 2016, pardon, on voit l'entrée en vigueur des 17 objectifs développement durable de l'ONU. Ces cibles sont à atteindre pour 2030. Elles sont rassemblées dans l'agenda 2030 qui a été adopté en 2015. Les objectifs de ces cibles sont d'éradiquer la pauvreté sous toutes ses formes et dans tous les pays, de protéger la planète, de garantir la prospérité pour tous. On parle souvent des 5 P, du coup, le peuple, la prospérité, la planète, la paix et les partenariats. Ces objectifs développement durable se retrouvent aujourd'hui au cœur de plusieurs stratégies, programmes, plans d'action d'organisation à l'échelle mondiale, nationale et locale. Voilà pour les ODD. Et je vous ai mis un petit rappel des définitions aussi avec la RSE, responsabilité sociétale des entreprises, la RSO qui n'est autre que la même chose élargie à l'échelle des organisations, et le développement durable qui est l'idée que les sociétés humaines doivent vivre et répondre à leurs besoins sans compromettre la capacité des générations futures. Voilà. Hop. Je reviens sur la définition du développement durable, du coup, pour préciser un petit peu le concept des 3 piliers.
On voit souvent le premier schéma avec les 3 cercles qui se regroupent pour former le développement durable entre, la société ou le sociétal, l'économie et l'environnement. Il s'agit d'un concept qui est inclusif et non exclusif. Donc le schéma de droite a ma préférence du coup, puisqu'il intègre réellement ces 3 notions qui ne vont pas l'une sans l'autre. On ne peut pas envisager, de faire de la RSE, de la RSO, du développement durable sans concevoir cette analyse et cette stratégie, à l'échelle de ces 3 concepts. Ensuite, je voulais revenir sur l'objectif aussi pour une entreprise ou pour une organisation, le pourquoi s'engager dans une démarche. Donc avec les avantages, vous avez tout en haut de l'arbre les parties prenantes. Les parties prenantes qui sont les actionnaires, les associations, les salariés, les générations futures, les fournisseurs, les clients, pouvoirs publics et bien d'autres. Et tout en bas, les avantages du coup de ces stratégies. Donc cela permet une vision, à long terme, une bonne réputation, de pérenniser l'activité, par exemple. Vous aurez le diaporama de toute façon, après, la présentation pour ceux qui veulent revenir dessus. Je vous ai mis d'autres exemples d'avantages à droite, qui ont été, calculés par, un monsieur qui s'appelle Bob Willard, un spécialiste de la valeur commerciale qui a réussi à estimer, des bénéfices, chiffrés, sur, l'augmentation des revenus pour, l'organisation ou la réduction possible des consommations énergétiques, par exemple. Et vous avez tout un tas d'autres exemples comme la réduction du turnover ou des déchets, la consommation de matière, enfin voilà, tous les bénéfices liés à une démarche RSE. Qu'est-ce que l'économie circulaire du coup maintenant? Donc comme vous pouvez le voir là, sur ce superbe schéma, qui synthétise très bien de l'AFNOR, les 3 piliers du développement durable tout autour et les 7 domaines d'action, qui concernent l'économie circulaire. Avec l'approvisionnement durable, l'éco-conception, la symbiose industrielle, l'économie de la fonctionnalité, la consommation responsable, l'allongement de la durée d'usage et la gestion efficace des matières aux produits en fin de vie. Ces 7 domaines d'action vous seront expliqués par Florian dans la deuxième partie avec ses actions concrètes. Si vous avez besoin de plus d'informations sur cette partie-là, je vous ai mis le lien pour aller sur le site de l'AFNOR. Donc pour résumer, la RSE, c'est simplement du développement durable appliqué à l'entreprise. C'est s'impliquer dans un comportement responsable d'agent économique qui étudie son environnement, qui du coup s'adapte à son territoire et à ses parties prenantes. Donc les consulte, vous avez vu qu'elles sont nombreuses et du coup conçoit sa stratégie et ses principes de gestion selon les mêmes principes que l'économie circulaire, puisqu'au final, en RSE, on retrouve l'environnement, l'intérêt local, les territoires, les clients et les consommateurs, et qu'on les retrouve aussi dans les concepts de l'économie circulaire. Quels sont du coup maintenant les métiers de la RSE? Alors, c'est une liste bien, mais on a des RSE, des chefs de projet, des managers développement durable, des green entrepreneurs et la liste, pourrait être infinie puisque plein de métiers seront créés autour de ces concepts, j'en suis certaine, adaptables à tous les secteurs d'activité. Beaucoup de responsables QSE, prennent aussi la casquette RSE et je vous parle de ces métiers-là, car en tant que directrice du coup du master 2 droit et gestion de la responsabilité sociétale des entreprises, je voulais vous parler du parcours du coup pour se former à être, un acteur de ces concepts, dans les organisations. Donc majoritairement, nous avons plutôt, des élèves d'une grande diversité, d'origine de diplômes avec des bac +4 en droit, gestion, QSE, commerce, management, communication ou toute science, liée à l'environnement, l'agroécologie ou la biologie ou encore des ressources humaines. Ce qui, semble très important pour, nous dans ce métier, c'est d'avoir un esprit ouvert et une agilité avec, une capacité à travailler en transverse,
qui paraît indispensable aujourd'hui, vu, l'ampleur et la diversité des matières à traiter en RSE. Nous proposons du coup à l'ESCES, un bac+5 en RSE, en alternance, qu'on propose soit, à la suite de nos autres formations en licence et master, qualité, sécurité, environnement ou, aussi, à des étudiants, venant d'ailleurs. On met vraiment en valeur cette notion d'alternance, de professionnalisation, pour que nos élèves, soient dans la réalité et soient, aussi, bien, formés aux attentes des entreprises. Voilà. Je vais pas m'étendre du coup sur cette partie-là, mais voilà, pour ceux que ça intéresse de se former, sachez qu'on a une pédagogie, assez innovante. On a besoin chaque année et on recherche des entreprises, pour faire des challenges pour nos étudiants, des cas réels, concrets d'entreprises. Donc si vous avez des problématiques à partager et sur lesquelles vous voulez faire travailler nos étudiants, on sera ravis. Ou si vous cherchez des alternants, pour vous accompagner en RSE, beaucoup de nos étudiants seront ravis, je pense, de participer à votre stratégie. Je vous ai laissé du coup sur, le diaporama aussi toutes les informations liées à l'ESCES de l'Institut catholique de Toulouse. Donc, si ça vous intéresse, vous avez le lien pour aller vous informer sur, toutes nos formations qui se font, en partenariat avec, la Toulouse School of Management et l'université, Capital 1, Toulouse Capital 1. Par rapport au contenu du coup de notre formation, donc, nous avons, voilà, la maquette qui contient les nouveaux business models. Ces nouveaux business models, du coup, concernent, les enjeux climatiques, l'économie sociale et solidaire et l'économie circulaire. Il y a un problème avec la présentation? Quelqu'un a pris la main? Bon, effectivement, il y a un souci. Est-ce que vous Je pouvez vais le re relancer? Ouais. Oui, je vais repartager. Donc, je disais que par rapport à cette maquette, nous avons, une unité qui concerne les nouveaux business models, dans lequel est intégré, le cours d'économie circulaire, du coup, qui est enseigné par monsieur, Julien Saint-Amand, qui va maintenant vous développer la deuxième partie, si j'y arrive, sur, les points communs entre ces notions, comment, ces notions sont-elles complémentaires et donc, comment elles s'appliquent concrètement. Du coup, je te laisse récupérer Oui, le diaporama, Florian. allez, je reprends le contrôle, je regarde, oui, c'est bon. Donc, merci Audrey pour l'introduction. Donc, moi, je vais parler un peu plus d'économie circulaire. On va voir les liens qui sont à faire entre les deux. Alors, juste en micro-introduction, je m'appelle Florent-Julien Saint-Amand, je suis intervenant au sein de l'ESCES, mais sinon, je suis consultant en économie circulaire au sein d'un groupement de bureaux d'études, échelle des territoires et affiliés. Et je suis aussi, ce sera l'objet de la deuxième partie de mon intervention, co-gérant d'un commerce alimentaire qu'on a créé il y a 5 ans maintenant, et au sein duquel on a essayé d'implémenter cette idée d'économie circulaire et de RSE. Ce sera l'occasion de donner peut-être un peu plus de concret à tous les concepts que l'on va balayer ensemble. Alors, comme on l'a vu ce matin, du coup, l'économie circulaire, tel que c'est proposé par l'ADEME, finalement, ça se décline en 3 domaines et 7 piliers d'intervention. Et si je le fais très rapidement, on propose d'intervenir sur l'offre des acteurs économiques, la demande et le comportement des consommateurs, et en fin de circuit, en dernier recours, la gestion des déchets au travers de tout ce qu'on peut déjà faire actuellement. Alors, ce qui est intéressant dans cette représentation, c'est qu'effectivement, on peut demander aux entreprises et aux organisations de proposer d'autres modèles, d'autres produits, d'autres services. Dans une économie de marché telle qu'est la nôtre, si derrière on n'a pas des consommateurs qui valident ces solutions, qui quelque part les achètent, ou en tout cas s'orientent vers ce type d'entreprise, mais on rate la cible. Et donc l'objectif, évidemment, c'est soit on fait bouger à la fois, de manière concomitante, les citoyens consommateurs et les entreprises, soit si l'un bouge sans l'autre, ça ne va pas. Si c'est que le citoyen qui demande quelque chose mais qu'il n'y a pas d'offre en face, c'est raté.
Et à l'inverse, si l'entreprise est trop en avance, ou en tout cas propose des choses qui sont à côté de la demande des citoyens consommateurs, dans notre système actuel, là aussi, on rate un peu la cible. Alors, de manière un peu plus précise, hein, donc sur les 7 piliers, l'approvisionnement durable, bon, c'est ce que j'ai essayé de résumer très rapidement ici, hein, mais c'est la réfléchir en coût global. C'est-à-dire qu'évidemment, de la manière que, quand on parle de RSE, l'économique, c'est pas tout. Et donc, il faut réfléchir à l'ensemble des conséquences et des impacts sur le temps court, moyen et long de chacun de ces actes d'achat. Et donc, si c'est vrai à un niveau citoyen consommateur, ça l'est d'autant plus à un niveau organisation, parce que vous avez des quantités d'achat et en tout cas on va dire une importance de l'acte d'achat qui peut avoir des conséquences extrêmement importantes. L'éco-conception, alors j'ai mis mieux vaut prévenir que guérir, c'est qu'effectivement, sur le temps long, tout ce qui a été anticipé, de la même manière qu'on dit, le déchet le plus facile à gérer, c'est celui qu'on n'a pas produit, pareil pour l'énergie, pareil pour tout un tas de choses. Juste un micro arrêt dessus. Éco-conception, il faut faire attention. Il y a un certain nombre d'entreprises qui, quand elles se sont lancées sur le sujet, ont eu tendance à concevoir pour l'environnement. Et beaucoup ont raté leur cible. C'est-à-dire que l'éco-conception, c'est pas faire de la conception pour l'environnement, c'est trouver un optimum entre les choix de conception classiques, qui sont normalement comment est-ce que j'adresse un marché, en trouvant l'optimum entre les coûts et les techniques que j'ai à disposition. Mais là, je rajoute une troisième dimension, qui est la dimension environnement. Et effectivement, l'objectif étant de faire bouger un maximum de gens pour remplir les objectifs de développement durable, et bien, il faut trouver un optimum. Et donc, des fois, on est obligé si on met tout sur l'environnement, ça ne marche pas. Si on met tout sur le coût, ça ne va pas non plus. Si on met tout sur la technique, ce n'est pas bon non plus. Donc, comme pour le développement durable, on ne peut pas déshabiller le social pour habiller l'environnement ou déshabiller l'environnement pour habiller l'économie. Il faut que ce soit fait de manière cohérente et concomitante. L'écologie industrielle et territoriale, c'est aussi ce qui était présenté sous forme de symbiose industrielle. Alors là, je pense que le schéma est assez clair, hein. C'est faire une forme alors si je veux utiliser les gros mots, de biomimétisme managérial, c'est-à-dire d'aller piocher dans les organisations des écosystèmes les modes de fonctionnement en se disant finalement un écosystème naturel, c'est un intrant énergétique, l'énergie solaire, et ensuite une capacité à maintenir la matière et la ressource en son sein extrêmement puissante. Et donc, on peut toucher du doigt tout le décalage qu'il y a entre l'organisation actuelle de nos systèmes de production, ou même de nos organisations territoriales, hein, et le niveau de résilience d'un écosystème. Nous, à la moindre petite crise, c'est vrai que ce soit nos filières économiques ou nos sociétés, on est très vite en difficulté, là où il faut s'y mettre à plusieurs et y aller très fortement, ce qu'on arrive à faire, hein, malheureusement, à un niveau collectif au niveau de l'humanité, mais enfin pour déstabiliser l'écosystème, il faut quand même s'y mettre à plusieurs et ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie. Et l'économie de la fonctionnalité, donc, est cette idée de la fonction sans s'engombrer de l'organe, donc d'entrer dans une économie du service et finalement se dire il y a un certain nombre de produits, ce qui m'intéresse, c'est pas forcément le titre de propriété, hein. Il ne m'intéresse pas forcément d'être légalement propriétaire d'une machine à laver, d'un torchon, d'un ordinateur, d'un téléphone portable. Ce qui m'intéresse plutôt, c'est le service que je peux en retirer. Et donc, il est possible de construire des modèles économiques où on va vendre le service plutôt que de l'objet. Et ce qui est intéressant pour l'entreprise, c'est qu'une entreprise qui génère du chiffre d'affaires à partir du moment où elle concrétise un transfert de propriété, un acte d'achat, son intérêt, c'est de maximiser le nombre de transferts de propriété ou de maximiser le nombre de ventes d'objets en valeur absolue. Donc évidemment, une fois qu'on arrive, en tout cas c'est le cas dans nos marchés européens, sur des marchés saturés, la seule manière de vendre plus, c'est de faire de la place. Et donc, tout ce qui est obsolescence programmée, qu'elle soit marketing ou réellement technique, finalement, c'est une adaptation logique des entreprises qui sont au bout d'un modèle qui est un petit peu en difficulté. Alors que si je suis dans l'économie de fonctionnalité, mon intérêt, ça va être d'essayer de maximiser l'utilisation d'un stock de ressources que je vais essayer de préserver. C'est-à-dire que soit je suis un vendeur de vélos, soit je deviens un manager de parcs de vélos que je vais essayer d'entretenir, que je vais essayer de construire le plus solide possible pour avoir le moins de maintenance à faire. Je vais essayer de récupérer des morceaux sur tous les vélos que je vais déconstruire et je vais essayer au maximum d'optimiser mes flux de matière et d'énergie. Sur le volet demande et comportement des consommateurs, donc,
au moins 2 aspects sur lesquels il faut travailler. Donc évidemment, tout ce qu'on peut retrouver derrière ces idées de consommation responsable, de consommateur, de dire que c'est bien d'envoyer des messages aux organisations pour leur dire proposez-nous des modes de management, des services, des produits plus responsables, plus fonctionnels, plus durables, plus de ce que vous voulez. Il faut derrière que le citoyen consommateur les valide, ses choix, achète plus local, achète plus responsable, se pose un certain nombre de questions. Donc il y a un gros travail d'éducation à faire. Et évidemment, le citoyen consommateur, il a 2 grands leviers d'action, ses actes d'achat, dans nos sociétés de marché en tout cas, son acte d'achat et son bulletin de vote. Et vous avez aussi tout l'aspect de l'appareil, qui est quand même quelque chose de très culturel, de sortir du tout jetable. Alors, ce qui évolue, hein, on voit bien qu'il y a un gros travail qui est fait dessus, mais c'est vrai que historiquement, gaspiller, c'était, je le dis un peu crûment, mais c'était la classe, c'est-à-dire que c'était un symbole de richesse, c'est-à-dire que si on a les moyens de gaspiller, ça veut quand même dire beaucoup sur la place ou le statut social ou le niveau économique qu'on a dans la société, parce que historiquement, gaspiller, c'était pas possible, il y avait tellement peu de ressources que dans les sociétés pré-industrielles, le gaspillage était inimaginable, sauf pour quelques rois ou reines, ou en tout cas des gens qui étaient vraiment au sommet de la pyramide sociale. Et donc, il faut déconstruire toutes ces notions-là pour finalement montrer que consommer du seconde main, c'est peut-être plus classe que acheter du neuf. Et utiliser les produits recyclés, c'est pas honteux et c'est pas un truc de pauvre. Je le dis de manière un peu crue, mais c'est pour montrer toute cette construction culturelle sur lesquelles il faut agir. Et donc, c'est faire évoluer les mentalités pour que derrière, il y ait une appétence renouvelée pour des produits de seconde main, ou en tout cas pour la volonté de maintenir en l'état un certain nombre de ressources ou d'équipements. Et en dernier recours, en fin de cycle, hein, évidemment, si on était dans une économie circulaire théorique parfaite, la notion même de déchet ne devrait pas exister. Parce que finalement, le déchet, c'est quoi? Quand on regarde la définition juridique, c'est un regard qu'on porte, nous, société humaine, sur un objet. C'est-à-dire qu'intrinsèquement, entre du bois et un déchet bois, chimiquement, je vous mets au défi de trouver une différence entre les 2 objets. Ce qui a changé, c'est que dans le premier cas, le bois appartient à quelqu'un, et dans le deuxième cas, il a été abandonné. Et donc, vu qu'il n'a plus de propriétaire, il a chopé l'étiquette déchet. Et donc, du coup, à partir du moment où il a cette étiquette déchet, il doit intégrer un certain nombre de filières. Il rentre, on met le doigt dans un engrenage réglementaire assez structuré. Mais on voit bien que finalement, un déchet, c'est une matière qu'on abandonne parce qu'on n'arrive plus à lui trouver d'utilité. Donc c'est bien une forme c'est une construction sociale ou culturelle, et donc c'est quelque chose qu'on peut déconstruire. Et donc dans la perspective de l'économie circulaire, l'idée c'est bien de faire tout ce travail de transition de la valorisation ou de la gestion des déchets vers ce qu'on pourrait appeler du management des ressources, et de se projeter un petit peu dans ce qu'on peut observer au niveau d'un écosystème naturel, où finalement vous n'avez pas de déchets, vous n'avez que des ressources. Et en réalité, à partir du moment où on est sur une biosphère, sur une planète qui a un gros bocal, on n'a à proximité de nous que des ressources. La seule chose, c'est qu'il y a un certain nombre d'objets, de matières ou de produits dont on ne sait pas trop quoi faire aujourd'hui, dont on a peut-être oublié la manière de les valoriser, ou des matières auxquelles le collectif ne donne pas culturellement une valeur suffisante pour que se justifie un entretien, un maintien en bon état, etc. etc. Donc ça, c'était l'aspect un petit peu théorique. Et donc le lien avec la responsabilité sociétale, j'espère qu'il se clarifie du coup pour vous. Si je reprends l'ISO 26000, quand on fait la RSE, on essaye de se projeter sur un certain nombre de questions et on essaye de s'interroger sur comment est-ce que je peux, à travers mon activité entrepreneuriale ou d'organisation, contribuer au développement de ma communauté, contribuer au développement local. Comment est-ce que je peux bien organiser ma gouvernance pour qu'elle soit équitable? Comment est-ce que je peux respecter l'environnement? Être honnête avec mes clients, avec mes fournisseurs, avec mes partenaires. Idéalement, avoir des collaborateurs qui sont bien au travail, qui ne mettent pas leur santé en danger en participant au collectif. Comment aussi je protège le consommateur. Parce que le but du jeu, c'est quand même normalement de maintenir ses clients en bonne sécurité, en bonne santé.
Et finalement, quand on fait le lien avec le triptyque proposé par l'ADEME, on voit qu'il y a des points d'entrée de l'économie circulaire dans la RSE et inversement. C'est-à-dire que si on parle d'éco-conception et qu'on travaille sur le cycle de vie de ces produits, ben évidemment, on va s'interroger sur la protection du consommateur tout au long du cycle de vie de son produit. Est-ce que c'est mon produit, quand il se dégrade, est-ce que quand il est en fin de vie, est-ce qu'il ne va pas générer des difficultés? Évidemment, on se pose la question de l'environnement. Quand on parle d'écologie industrielle et territoriale, c'est-à-dire de la manière dont j'arrive, moi en tant qu'organisation entreprise, à quelque part me pluguer dans mon écosystème entrepreneurial, territorial, relationnel, enfin, on met les mots qu'on veut, ben on se pose la question de qu'est-ce que j'apporte au collectif et comment est-ce que je trouve des bonnes synergies entre moi et mon extérieur. La consommation responsable, ça renvoie aussi à tout le questionnement autour des bonnes pratiques des affaires. Comment est-ce qu'on arrive à construire des modèles économiques honnêtes, sérieux, où on n'a pas besoin d'écraser le voisin pour essayer de générer du chiffre d'affaires. Et en tout cas, le postulat qui est fait à chaque fois, c'est qu'il y a la possibilité de trouver un équilibre, un équilibre dynamique sûrement, mais qu'on peut articuler l'activité économique avec la planète et avec le social. Et l'approvisionnement durable, évidemment, là aussi, ça renvoie à la question de la contribution au développement local, savoir avec qui on travaille, surtout quand on a une entreprise, faire le choix de ses prestataires, de ses fournisseurs, ça peut avoir un impact extrêmement important. Et plus l'entreprise est grande, plus évidemment il y a une forme de responsabilité dans le choix des gens avec lesquels elle va commercer. Donc, si j'essaye de synthétiser tout ça, même si l'exercice est un peu compliqué, on peut dire que l'économie circulaire, c'est passer d'un modèle de réduction d'impact à un modèle de création de valeur positive. Alors, modèle de réduction d'impact, c'est dans le sens où, si vous voulez, le management environnemental ou la question environnementale telle qu'elle a été abordée historiquement, c'était plutôt de dire j'ai une économie ou une organisation industrielle ou des manières de faire qui génèrent un certain nombre d'externalités négatives. Et donc, il va falloir que je trouve des pansements, ou des filtres, des moyens ou des zones pour limiter ces externalités, emprisonner les déchets, filtrer les polluants. En tout cas, comment est-ce que j'arrive à isoler mon économie de l'environnement pour limiter au maximum les impacts. Sauf que quand on réfléchit comme ça, en fait, on part du postulat que l'économie, quelque part, est construite à côté d'eux. Et alors, ça pourrait fonctionner si on imagine qu'on a des zones industrielles dans l'espace et qu'ensuite on habite tous sur la planète Terre, mais ce n'est pas le cas. On est bien intégré dans un écosystème. Et donc, l'idée de l'économie circulaire, c'est de se dire, le projet productif que je porte, il faut que je l'interroge en pensant directement à tout ce que j'ai autour. Et ce que j'ai autour, alors, il y a toute la dimension territoriale, sociale, humaine, mais j'ai bien évidemment mon biotope, ma biocénose, les animaux, la biosphère, la biodiversité, j'ai tout ça, tout autour je suis dans cet environnement-là. Et donc, je ne peux pas construire quelque chose que je vais essayer d'isoler de ces compartiments. Il faut que j'intègre d'entrée de jeu tous ces compartiments dans ma réflexion. Et donc, dit encore une fois un peu autrement, l'économie circulaire, on voit ça comme une opportunité historique de renouveler un certain nombre de stratégies managériales, et surtout dans les contextes de marché auxquels on est confronté, même très durement en ce moment avec la crise sanitaire, c'est développer de nouveaux supports de compétitivité, d'attractivité et de résilience. C'est-à-dire se réinterroger, comme la RSE le propose, sur comment est-ce que je construis le relationnel avec mes clients, où est-ce que j'achète les matières premières, les équipements, les outils dont j'ai besoin pour fonctionner, comment est-ce que je trouve des marchés, des exutoires, des débouchés qui sont plus proches de chez moi, comment est-ce que peut-être j'utilise des matières premières qui proviennent d'environnements socio-culturels sur lesquels on a un peu plus de prise. Enfin voilà, comment est-ce que je réinterroge tout ça pour pouvoir avoir une activité entrepreneuriale qui, si elle pouvait survivre encore une cinquantaine, une centaine d'années, ce serait pas mal. On voit bien aujourd'hui qu'il y a un certain nombre d'entreprises qui sont quand même dans des grandes difficultés. Alors, pour essayer de donner un petit peu plus de concret à ce que je viens de vous présenter, ce que je vous propose, c'est de faire un retour sur le travail que nous, on a fait au sein de l'entreprise qu'on a créée,
donc qui s'appelle Ultramarinosana. Ultramarinos, c'est en espagnol, mais c'est la même racine que les ultramarins. Donc en fait, c'est la manière traditionnelle d'appeler une épicerie, donc les gens qui ramenaient normalement de l'autre côté de l'Atlantique un certain nombre de produits. Et donc, quand on a créé ça, nous, on vient de cet environnement de l'économie circulaire et on a beaucoup travaillé là-dessus. On s'est posé la question, alors c'est pas une multinationale, hein, c'est une petite entreprise, mais on s'est posé la question de comment est-ce que concrètement, à l'échelle d'une TPE, on pouvait donner corps à cette idée d'économie circulaire. Alors, très rapidement, donc on a créé cette entreprise en 2015. Aujourd'hui, il y a 4 employés et une gérante. Alors en équivalent temps plein, ça fait 4,5 ETP parce qu'il y a des temps partiels. On a défini ça comme étant un pôle alimentaire de proximité. On se positionne sur des produits de qualité et on essaie de travailler énormément sur le prix. Alors on vend un grand nombre de produits espagnols parce qu'il fallait qu'on se diversifie et la gérante est espagnole, mais on complète évidemment avec des productions locales. Et l'idée, c'était d'utiliser l'économie circulaire pour essayer d'exister sur un marché relativement concurrentiel, qui est celui du commerce de détail alimentaire, en proximité en ville. Et on s'était dit que cette histoire à la fois de RSE et d'économie circulaire, c'était une bonne manière de capter de la clientèle et surtout de la fidéliser pour réussir à se faire une place en tant que petits indépendants à l'intérieur d'un écosystème entrepreneurial assez actif et déjà bien pourvu. Alors, je vous ai mis quelques chiffres pour vous montrer que même si on n'a pas une croissance de start-up, on a quand même une croissance à 2 chiffres d'une année sur l'autre. Et donc, selon les critères comptables classiques, on peut plutôt dire qu'on s'en sort pas trop mal, sachant qu'il faut relativiser. On est à l'équilibre économique tout juste l'année dernière. Et cette année, on va faire pour la première fois un petit peu de bénéfices. Mais bon, au bout de 5 ans, pour une boîte sortie de nulle part, c'est pas forcément mal. Et on arrive à chaque fois à créer un petit peu plus d'emplois d'une année sur l'autre. Donc l'idée, c'était de dire, l'économie circulaire, nous, on voit ça comme un outil, comme une stratégie pour répondre aux nouvelles exigences, aux nouveaux impératifs du marché. Et le marché actuel, il est très changeant, il est très fluctuant. Donc il faut être très résilient et très réactif. Idéalement, il faut être le plus efficient possible, parce qu'on voit très bien qu'on arrive dans des environnements, alors que ce soit au niveau même personnel, hein, au niveau entreprise ou même au niveau État, on a de moins en moins de moyens économiques et autres, donc il faut être le plus efficient possible. L'idée, c'est bien de trouver une manière de renouveler la relation qu'on peut avoir avec à la fois les clients et les fournisseurs. Comment est-ce qu'on peut trouver une bonne place dans l'écosystème entrepreneurial dans lequel on s'inscrit. Je ne sais pas si je réponds tout de suite parce que je vois des questions. Alors, je vais peut-être répondre directement à celle-ci. Une économie de prix agressif dans un modèle de bonne pratique des affaires. Alors, le prix agressif, ce n'est pas par rapport ni aux fournisseurs, ni au client final. C'est par rapport aux abus que nous, on constate qu'on a constaté en tant que citoyen consommateur, en se disant, il y a des constructions de marge qui ne vont pas. Et si on veut exister sur un marché et qu'on veut reconstruire des marges normales, il va falloir travailler sérieusement, de manière agressive, le mot n'est peut-être pas bien choisi, mais il va falloir travailler sur le prix et le faire baisser pour mieux répartir la valeur ajoutée. Donc agressif, c'était plutôt dans l'idée de, nous on a construit ça un petit peu en mode citoyen et consommateur énervé, et c'est ça qui transpire en cette expression. Mais il ne s'agit pas d'agresser ni de contraindre, on n'a pas le poids de toute manière, ce n'est pas l'objet, ni de contraindre les fournisseurs, ni d'essayer d'enfler les clients finaux évidemment. Donc une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on s'est dit, bon, l'économie circulaire, ça peut peut-être être une bonne stratégie pour sortir de nulle part une petite entreprise et exister dans un marché qui est très concurrentiel, on va essayer de mettre derrière chacun des piliers un certain nombre de démarches, alors à notre niveau, hein, je veux dire, c'est de l'amélioration continue, donc quand on commence, on met en place des petites choses et puis on essaye d'améliorer au fur et à mesure. Donc évidemment, tout n'est pas parfait. Mais enfin, je vous livre l'état actuel de nos réflexions. Sur l'approvisionnement durable, ce qu'on a travaillé, c'est alors en premier lieu l'achat en circuit court.
Alors, des circuits courts de proximité, mais pas que. Un circuit court, c'est surtout pas d'intermédiaire, donc pouvoir travailler en direct avec les producteurs. Déjà, d'une part, pour avoir plus de traçabilité. Comme ça, nous, on sait d'où viennent les choses, et s'il y a quoi que ce soit qui se passe avec un client, on peut en discuter directement avec le producteur. Donc, ça évite les circuits longs avec trop d'intermédiaires. Et bien évidemment, sur ce qui était évoqué ce matin aussi, hein, c'est la logique de filière et puis derrière la répartition de la valeur ajoutée. Plus vous avez d'intermédiaires, plus la répartition se dilue. Et c'est souvent ceux qui sont au milieu qui en prennent un maximum. C'est rarement celui qui est au début ou celui qui est à la fin qui récupère un maximum de valeur ajoutée. Donc l'idée, c'était bien de dire on achète directement au producteur pour pouvoir proposer au client final des prix normaux qui, nous, accessoirement, nous permettent de vivre et de créer de l'emploi. Donc sur l'approvisionnement durable, nous, on travaille sur un approvisionnement de proximité, mais qu'on considère dans un contexte européen, parce qu'il y a aussi une réalité de marché. Hein. C'est-à-dire qu'à 30 km autour de Toulouse, on ne peut pas trouver aujourd'hui tous les produits que vous trouvez dans une supérette. Et d'ailleurs, il y a une appétence pour un certain nombre d'autres produits qui viennent de plus loin. Donc nous, notre sourcing, il est en local quand on trouve, ou sinon côté espagnol. Pourquoi? Parce qu'on est à Toulouse. On sera en Belgique, on regarderait côté allemand, on sera à Nice, on regarderait côté Italie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a décidé collectivement d'habiter en Europe, il faut s'autoriser aussi à concevoir la proximité dans des contextes européens. Et compte tenu des difficultés qu'on connaît tous collectivement, si on ne crée pas des liens commerciaux entre Européens, on risque d'être en difficulté assez rapidement si on veut avoir une certaine forme d'indépendance vis-à-vis d'autres blocs culturels à un niveau international. Donc, travailler sur des produits peu transformés ou labellisés, donc travailler plutôt avec des gages de qualité. Donc, tous les fruits et légumes qu'on a sont certifiés en écologique, mais ce qui nous intéresse surtout, c'est la taille des producteurs et la qualité des produits. Les gens avec qui on travaille en Espagne, c'est quasi exclusivement des primo-exportateurs, c'est-à-dire des gens qui n'ont jamais sorti leurs produits de chez eux. Donc, l'idée, c'est là aussi de construire d'autres réseaux d'entraide et de construction commerciale entre voisins. Et évidemment, tous les outils qu'on a dans la boutique, tous les équipements, c'est ou du Made in France ou du Made in Europe, en fonction des compétences de chacun, et des prestataires de services qu'on a pour l'entretien, tout un tas de choses. Systématiquement, on essaie de les prendre en local. Sur le volet éco-conception, là, on a travaillé sur deux choses. Alors, plutôt lors de la conception de la boutique, on a travaillé sur les flux énergétiques, parce que qui dit commerce alimentaire dit froid, alors pas froid industriel, on n'est pas à ce niveau-là, mais enfin on a quand même quelques petits groupes froids, et comme c'est la thermodynamique, si vous avez du froid d'un côté, vous avez du chaud de l'autre, donc on s'est un petit peu interrogé sur la manière dont on pouvait utiliser cette chaleur fatale pour se chauffer en hiver. Par exemple, en ce moment, on n'a pas besoin d'avoir de chauffage, parce que la chaleur des frigos nous suffit. Et en été, comment est-ce qu'on pouvait évacuer cette chaleur pour éviter d'avoir à trop climatiser? Mais sinon, surtout, ce qui nous a intéressé, et ce qu'on a plus intéressant qu'on a mis en place cette année, c'est de limiter au maximum les emballages à usage unique. Et donc, on a profité du déconfinement pour tout passer à la consigne, parce qu'on a une petite offre de restauration emportée, donc on fait des petites préparations en boutique. Et donc, on a tout passé dans des bocaux consignés, qu'on a essayé là aussi de sourcer le mieux possible pour essayer de les consigner au prix le plus bas, parce que le but du jeu, c'est d'emmener un maximum de gens dans une direction. Donc on ne peut pas avoir des consignes trop chères, sinon vous prêchez que des convertis et vous ratez un peu la cible. Et donc on propose ça, tous nos produits dans des bocaux consignés. On fait aussi de la récupération de sacs, de manière bête et méchante, hein, c'est-à-dire qu'on dit à tous les clients, vos vieux sacs que vous avez chez vous, si vous pouvez nous les ramener, on vous les troque contre une compote, une carotte râpée, que sais-je, 3 légumes moches. Mais en contrepartie, nous, on a de la matière première pour pouvoir travailler. Donc, nos clients deviennent, à petite échelle, hein, mais deviennent d'une certaine manière des fournisseurs. En termes d'écologie industrielle et territoriale, on a travaillé sur deux aspects, donc l'aspect flux. Alors, c'est notamment sur les emballages, hein, vu qu'on est livré en fruits et légumes, un certain nombre de choses, on reçoit souvent des cartons ou des caisses. Donc, tout ce qui est caisses, on les utilise pour nous organiser dans la boutique, mais sinon, dès qu'on n'en a plus d'usage, on les met, on les vend pas, on les donne sur le bon coin, donc ça leur donne une seconde vie. Un certain nombre de personnes qui
notamment en été, qui sont contents de venir chercher des caisses ou des cartons pour les déménagements, pour leur propre maraîchage personnel, ranger des garages ou autre. Donc on peut réutiliser tout ça. Plus anecdotique, mais pour vous donner un peu ce que ça peut représenter, cette logique d'écologie industrielle et territoriale à l'intérieur de l'entreprise, c'est que sur la chambre froide qu'on a, qui est correctement dimensionnée, on va avoir des condensats. C'est pas très important, mais ça fait quand même 5 à 10 litres par semaine. Et nous, c'est petit, donc je vous laisse imaginer à un niveau industriel ce que ça peut représenter. Et ces condensats, au final, comme c'est les résultats de l'activité du groupe froid, c'est de l'eau distillée. En fait, on compresse, c'est comme si on essorait l'air pour en sortir l'eau. Donc, c'est de l'eau distillée gratuite qu'on utilise. Alors, soit nous, on se le partage entre les collaborateurs pour alimenter nos fers à repasser, parce qu'on n'a pas tellement d'autres usages à l'intérieur de la boutique. Mais sinon, on l'utilise pour le nettoyage du sol ou des vitres. C'est toujours ça, même si c'est économiquement pas énorme, c'est toujours ça d'économiser comme ressource en eau. Là, on a un peu plus travaillé, c'est sur la mutualisation avec les voisins. C'est-à-dire que comme on est un commerce indépendant à l'intérieur d'un quartier, on n'a pas une centrale d'achat derrière. Il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire parce qu'on est tout seul. Donc, ce qu'on fait, là aussi pour travailler un circuit court, vous ne pouvez pas commander une caisse à un producteur. Il faut partir sur une palette, une demi-palette. Donc, ça peut représenter des volumes qui sont un peu difficiles à manipuler pour nous. Donc, on mutualise un certain nombre d'achats, soit avec des voisins restaurateurs, donc, juste on se partage les frais de transport et on permet d'augmenter un peu les volumes, soit avec d'autres épiceries, quand elles sont dans d'autres zones indépendantes comme nous, ou là aussi sur certains produits comme les agrumes par exemple, on va mutualiser les transports, on ne fait venir qu'une seule palette et ensuite on se répartit entre nous le contenu. Donc on optimise les coûts économiques. Et accessoirement, plutôt que d'avoir 3 demi-camions, vous avez une palette entière qui se promène. On partage des équipements aussi, c'est-à-dire que comme on a une petite activité de transformation, à un moment donné, on a eu besoin d'une cuisine, sauf que dans nos locaux propres, on n'en avait pas, et de toute manière, on n'avait plus de place pour en aménager une. Et en centre-ville, évidemment, compte tenu du coût des loyers, le mètre carré, il est extrêmement important. On ne peut pas acheter du mètre carré pour faire de l'équipement de production, c'est pas forcément évident. Donc tout simplement, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est rapproché de nos voisins, des restaurateurs, et donc on leur sous-loue leur cuisine hors service quand ils ne l'utilisent pas. Donc nous, c'est très bien, ça nous permet d'avoir accès à du matériel de travail aux normes, avec des garanties d'hygiène satisfaisantes. Et les restaurateurs, quand ils n'ont pas l'usage de leur cuisine, de toute manière, doivent quand même payer leur charge fixe. Donc ça fait, quand ils étaient encore ouverts, ça faisait un complément de revenus qui n'était pas inintéressant. Et en tout cas, ça commençait à construire une sorte d'économie collaborative ou de compétitivité collaborative, comme on aime appeler ça, en proximité. Et alors, pareil, plus anecdotique, mais on mutualise avec un restaurant voisin son service de location de linge professionnel. C'est-à-dire qu'il se fait livrer des serviettes, des torchons et des habits pour ses cuisiniers. Et puis dès qu'ils sont sales, ils sont récupérés par l'entreprise qui les nettoie et en ramène des nouveaux. Nous, à chaque fois, au passage, on prend une dizaine de chiffons tous les 2-3 jours. Et comme ça nous permet de nettoyer tout ce qu'on a nettoyé sans forcément être sur du sopalin jetable. Voilà, j'accélère un peu pour laisser du temps aux échanges, mais vous aurez compris un peu la logique. Sur la consommation responsable, nous, on a traduit ça de la manière suivante, en se disant, si on veut se projeter dans une perspective de responsabilité sociétale, on est un intermédiaire, vu qu'on revend à des clients finaux des produits qui ont été construits par d'autres. Il nous semblait difficile d'assumer que notre valeur ajoutée soit supérieure à celle du producteur. C'est-à-dire que certes, on va vendre de la charcuterie ibérique, par exemple, mais ce n'est pas nous qui nous sommes levés pour nous occuper du bétail et leur donner à manger. Donc ça paraît difficile d'assumer de mon client final le fait que si je vends un produit à 10 € le kilo, il y en a 8 pour nous en tant qu'intermédiaire et puis 2 pour le producteur. Donc ce qu'on fait, c'est que maximum, ce qu'on appelle la bascule, on fait une bascule de 2 maximum sur le prix des fournisseurs, en incluant les taxes et les transports. C'est-à-dire que si un fournisseur nous vend un produit à 1,50 €, nous vend 3 € TTC, parce que sinon, ça voudrait dire symboliquement que notre intervention sur la chaîne de valeur est plus importante que celle qui est tout au début. Donc là aussi, on a travaillé aussi sur la transparence sur les marges vis-à-vis des clients, c'est-à-dire qu'on n'hésite pas à dire combien est-ce qu'on gagne. Si c'est vrai que
notamment dans la culture française, c'est quand même l'argent, c'est un sujet qui intéresse tout le monde, mais quand même très tabou. Et donc on a du mal à dire combien est-ce qu'on gagne, mais à un moment donné, si on ne se dit pas les choses, c'est compliqué. Donc on n'hésite pas des fois à dire, mais oui, certes, ce produit vous paraît peut-être cher, mais rendez-vous bien compte que sur les 30 €, nous, on en prend 7. Et le reste, c'est le producteur, parce que c'est un produit qui demande du travail. Donc, et nous, ce qu'on fait aussi un travail, donc c'est normal qu'on se rémunère sur ce travail. Mais à un moment donné, si on veut se projeter dans l'économie circulaire et la RSE ou le développement durable, il va falloir se dire des choses qui sont peut-être pas, qu'on ne se dit pas habituellement, mais en tout cas, il faut de la transparence. C'est important. Pareil, sur le prix psychologique, on s'est interdit de jouer avec. Le prix psychologique, c'est qu'il y a certains produits sur lesquels les gens n'ont pas de référence. Et en fait, entre commerçants, on sait que ça ne s'achète pas cher et qu'on peut l'acheter un et le vendre 10, ça passe. Bon, c'est des choses qu'on s'interdit totalement. C'est-à-dire que nous, on part sur un principe de coût de production, de coût de distribution. Donc, la bascule étant de 2 maximum, même si les voisins font 4, 5, 10 ou plus, nous, on s'interdit de dépasser cette bascule-là. Et donc tout ça, ça nous permet de construire une stratégie de fidélisation client à travers la transparence qui est notamment prônée par la RSE, mais que nous, on a retrouvé dans le pilier consommation responsable de l'économie circulaire. Donc cette idée de dire, il n'y a pas de piège, on se dit les choses et puis on avance. Et donc évidemment, tous les fournisseurs avec lesquels on travaille, on essaye de les avoir cohérents avec ces valeurs-là. Et en dernier bouclage du cycle, donc pour lutter contre toute forme de gaspillage, en fait, c'est pour ça qu'on a construit une coactivité de petites restaurations emportées. Et donc, vous l'aurez compris le principe, hein, c'est que les pommes moches, ça devient des compotes qui sont vendées midi, des carottes râpées, des soupes, des gazpachos en été. On fait de la petite transformation pour pouvoir en fait construire notre valorisation des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie. Donc si les fruits et légumes ne sont pas achetés pour ce qu'ils sont, ce n'est pas grave, on ne va pas les jeter. On les réutilise nous pour les transformer, les proposer sous une autre forme et leur donner une seconde chance de construire pour nous du chiffre d'affaires et accessoirement de nourrir un certain nombre de clients. Donc tout ça, ça nous permet là aussi évidemment de baisser les coûts parce qu'au final, sur chacune des étapes du cycle de vie, on a une opportunité de valorisation et donc on ne construit plus tout à fait les prix de la même manière. Donc si j'essaye de résumer ce que ça a pu vouloir dire pour une TPE comme la nôtre, cette idée d'économie circulaire, c'est qu'au final, on a construit une entreprise résiliente à notre sens. Et d'ailleurs, en fait, la pandémie actuelle nous a donné on traverse une crise de croissance. Ça nous a donné un coup de boost assez important. Alors, donc, on avait prévu notre modèle pour se prendre une crise environnementale et on n'avait pas forcément anticipé la crise sanitaire, mais en tout cas, en période de crise, la résilience, ça paye. En termes d'image et de fidélisation client, c'est extrêmement bénéfique et on a une croissance relativement soutenue et forte. Par contre, il y a des contraintes. Clairement, on n'est pas aussi rentable qu'un certain nombre de nos voisins. Nous, on est persuadé qu'on arrivera à une rentabilité forte, mais ça va nous prendre 10 ans. Là où effectivement, aujourd'hui, le modèle, c'est plutôt de dire comment est-ce qu'en 5 ans, j'arrive à faire un coup et à sortir un maximum. Nous, ça nous paraît difficile d'envisager une rentabilité sur un court terme si on veut s'inscrire dans ces logiques-là, on serait plutôt sur le temps long. Et là aussi, on est embêté des fois parce que comme on n'a pas ces niveaux de rentabilité qui sont normalement les classiques, vis-à-vis d'un certain nombre d'acteurs, bancaires ou autres, on n'est pas exactement crédible de la même manière. Parce que nous, on valorise d'autres choses dans notre bilan d'entreprise que simplement les aspects financiers. Mais ce n'est pas forcément reconnu par d'autres acteurs à l'extérieur. Et donc, il faut s'autoriser, quand on fait ce genre de choses, à sortir aussi des sentiers battus. Donc, ça veut dire qu'il faut s'autoriser à prendre un certain nombre de risques. Ça demande beaucoup de réflexion en amont. Et aussi, on est très, très informatisé pour avoir une gestion, notamment des stocks, la plus fine possible. Donc, ça demande quand même des compétences qui sont, on va dire, pas les compétences génétiques d'un commerçant classique ou d'un entrepreneur classique. Donc, on a la chance de venir du consulting, donc forcément, on avait en interne ces compétences-là, mais elles sont quand même extrêmement importantes si on veut se projeter là-dedans. Donc, faire de l'économie circulaire, ça demande quand même de la réflexion importante en amont. Voilà, donc ça nous amène à la synthèse. Je fais la première slide, tu fais la deuxième, Audrey ? Oui, parfait.
Donc du coup, moi sur la première slide, donc cette idée finalement, c'est que vous voyez, responsabilité sociétale et économie circulaire, c'est vraiment des outils qui dialoguent bien l'un avec l'autre et qui nous permettent de nous projeter dans le développement durable. Alors moi j'ai pris une autre représentation, mais ça veut dire la même chose que les imbrications qui étaient proposées en introduction. C'est comment est-ce qu'on fait pour trouver un équilibre entre, c'est ce qu'on appelle la théorie du donut, hein, entre le plafond écologique, c'est-à-dire qu'il y a des niveaux de croissance qu'on ne pourra pas avoir s'ils ne sont pas soutenables, et le fondement social, c'est que malgré tout, on est quand même nombreux et tout un chacun a envie d'avoir accès à une santé correcte, à un certain nombre de biens, de services, pouvoir au moins se nourrir, éventuellement voyager un peu, et puis une équité sociale. Enfin, comment est-ce qu'on arrive à articuler le plafond écologique et le fondement social pour rester sur ce donut. Et donc à ce titre-là, autant la RSE que l'économie circulaire sont deux outils qui peuvent nous apporter un certain nombre de réponses. Je te laisse faire cette slide de synthèse. Oups, pardon. Parfaitement, merci. La même que pour conclure la première partie, histoire de revenir à ce résumé-là, en espérant que vous avez compris du coup un peu mieux les articulations entre économie circulaire et RSE avec le bel exemple explicité par Florian. Je ne vais pas revenir dessus, du coup, je pense que Florian a été assez clair. Simplement, voilà, on ouvre l'échange, l'interaction maintenant et si vous souhaitez poser des questions, on n'a pas énormément de temps, mais on va le prendre, je pense, hein, si monsieur Thierry et madame Modo nous l'autorisent. Oui, bien sûr. On avait du coup jusqu'à 15h30, donc on a du temps quand même pour répondre à toutes les questions. Alors la Parfait. première dans le chat, c'est à l'adresse de Florian, c'est quel indicateur suivez-vous pour évaluer la performance de vos stratégies RSE? Alors, pour l'instant, on n'a pas assez de temps disponible pour être dans un reporting RSA en bonne et due forme, parce qu'on est soit à vendre des fruits et légumes, soit à donner des cours à l'ESCAZ ou autre. Donc, on n'a pas vraiment, voilà, on n'a pas encore construit un indicateur, parce qu'on n'a pas de. Pour l'instant, le seul indicateur qu'on a, c'est qu'on est encore vivant au bout de 5 ans et qu'on arrive à embaucher. Donc, on va dire grossièrement, ce serait notre capacité à créer, à stabiliser de l'emploi. Ça, c'est le principal indicateur qu'on suit. Et après, on est un petit peu sec pour l'instant. On y viendra. Merci. La seconde question, comment valorisez-vous tout ce que vous faites auprès de vos clients et fournisseurs en termes de stratégie de communication notamment et de marketing? Alors là, nous, on a fait un choix que tout le monde ne comprend pas forcément, mais qui est le nôtre. C'est que on ne le valorise pas à vive voix. C'est-à-dire que si vous rentrez dans la boutique, c'est écrit nulle part cette histoire de circuit court, c'est écrit nulle part les petits producteurs autres. C'est-à-dire qu'on a fait le choix de laisser les gens découvrir la démarche au fur et à mesure et de ne pas le communiquer de manière ostensible. Donc notre stratégie de communication, justement, c'est de ne pas communiquer. Ce qui peut paraître un peu étrange, mais ça rend les choses d'autant plus intéressantes que quand les clients comprennent la démarche et la découvrent, du coup, il y a un impact beaucoup plus puissant que si on leur avait d'entrée de jeu donné tout moulu et tout digéré et tout marketé entre les mains. Donc l'intérêt, c'est que sur le temps long, ça paye. Par contre, ça met beaucoup de temps. Les gens mettent beaucoup de temps à comprendre. Ah, mais en fait, ça fonctionne de telle manière. Donc voilà, c'est un parti pris qu'on a eu. Donc pour l'instant, et auprès des fournisseurs, on explique la démarche, mais disons que c'est plutôt nous, on a des critères quand on choisit, quand on référence un nouveau fournisseur, on fait une forme d'audit. Selon des réflexions plutôt RSE, et donc on regarde la qualité du dialogue social en entreprise, le prix aussi, parce que finalement la construction du prix c'est important. Donc on leur explique notre démarche, mais c'est pas, je veux dire, il n'y a pas vraiment de communication, on est trop petit pour qu'il y ait un intérêt à ce qu'on communique en direction des fournisseurs. Ok, merci pour cette réponse. Donc, continuez à poser vos questions si vous en avez. Effectivement,
On a un bel exemple. Voilà, ça arrive. Question suivante. Florian, vous sous-entendiez que la crise Covid avait bouleversé l'écosystème que vous avez construit. Avez-vous pu en retirer des opportunités? Est-ce un stand-by ou une réinvention sur vos efforts? Alors, je ne comprends pas bien la dernière question, mais sur la première partie, effectivement, l'impact de Covid et ses incidences. Alors, en fait, la crise sanitaire est venue valider tous les choix qu'on avait pris jusqu'à maintenant. Et enfin, bon, on n'a pas de secret sur les chiffres, hein. C'est-à-dire que par rapport à la même période de l'année dernière, et on continue depuis mars à être sur cette lancée-là, on fait plus 40% de chiffre d'affaires. Donc, ce qui pour nous est énorme parce qu'on est à ISO équipe et ISO ressources humaines. Et donc, en fait, là où nos voisins avaient des difficultés d'approvisionnement, nous, on n'a jamais eu aucune rupture, parce que vu qu'on était en direct producteur, et surtout lors du premier confinement, les producteurs ayant d'un seul coup l'exutoire marché fermé, ils étaient plus que demandeurs pour nous suivre sur l'augmentation des volumes. Donc, on a pu très très rapidement se sourcer en tous les produits de première nécessité sans jamais avoir de rupture. Et comme on a un sourcing mixte France-Espagne et qu'il y a eu des décalages, on va dire, dans les applications des différentes contraintes liées au confinement de part et d'autre de la frontière, au final, pour le client final, il n'a absolument rien vu. Et on a même capté beaucoup, beaucoup de clients. Alors l'effet bénéfique qu'on a eu aussi, alors ça c'est la contrainte du confinement qui a été vécue par nous et par tous nos concitoyens, c'est que comme tout le monde était obligé de faire ses courses en bas de chez lui, des gens qui n'osaient pas rentrer chez nous ont été contraints et forcés de rentrer. Et tous ceux qui sont rentrés, on les a gardés après le confinement. Donc on va dire, les choix stratégiques qu'on a faits et de la démarche d'économie circulaire et de RSE qu'on essaie de construire a été largement validée par la crise qui, en tout cas, nous, on surfe correctement dans cette ambiance de crise. Donc, on n'a pas eu à se réinventer. Quelque part, on avait tout construit en se disant, à un moment donné, on va se prendre une crise, on va être en grosse difficulté, donc il faut d'entrée de jeu qu'on soit le plus résilient possible. Merci Florian. Une question de Valérie Edouard. Avez-vous un effet de levier pour impulser la même démarche chez vos fournisseurs? Alors, pas de manière ni coercitive ni en mode donneur d'ordre, mais c'est vrai qu'en discutant avec nos fournisseurs, on arrive à faire évoluer un certain nombre de choses. Alors, c'est petit, hein, mais ça va être sur des problématiques de suremballage ou des optimisations de transport ou des schémas ou des choix qui sont faits ou leur demander s'ils ne peuvent pas quelque chose qu'ils ont conditionné, est-ce qu'on ne peut pas l'acheter au détail pour nous vendre. Enfin voilà, c'est plutôt ce genre de choses. Donc à partir du moment où on a bien choisi nos fournisseurs, enfin on a pris le temps de les choisir, et la plupart des gens avec lesquels on travaillait que depuis le début et ça n'a pas changé. Évidemment, sur le temps long, il y a un dialogue qui se construit. Et ce dialogue, ils se nourrissent de notre démarche et nous de la leur, et ainsi de suite. Donc là aussi, le fait d'être dans une démarche de RSE, c'est s'inscrire sur le temps long. Et le fait de travailler avec la même personne depuis, c'est pas beaucoup, hein, ça fait 5 ans, mais c'est pareil, dans le contexte du confinement, là où d'autres ont pu avoir des problématiques, c'est-à-dire que d'un seul coup, tout s'est tendu. Donc on a eu d'autres collègues dans d'autres épiceries, on leur disait, maintenant je fais plus d'avance de trésorerie, c'est-à-dire que si tu commandes quelque chose, tu payes. Parce que moi, je suis aussi en difficulté, donc nous, on n'a pas eu ces difficultés-là. Donc c'est l'avantage de se projeter dans une perspective un peu plus long terme, c'est qu'il y a plein de choses qui ne sont pas directement palpables d'un point de vue euro, mais qui, sur la résilience de la structure, sont extrêmement importantes. Donc il n'y a pas d'effet de levier direct, mais la discussion amène toujours, on construit des partenariats, donc ça amène chacun à faire un pas de côté, et finalement, collectivement, on évolue. Et toutes les démarches d'écologie industrielle, alors nous on appelle ça écologie industrielle, mais évidemment, vous imaginez bien, quand on discute avec les restaurateurs, avec nos voisins, on leur parle ni d'économie circulaire, ni d'écologie industrielle. On utilise des choses, des éléments de vocabulaire beaucoup plus de bon sens. Là aussi, ça les a amenés à s'interroger sur un certain nombre de choses. Donc quelque part, on les influence quand même. Et maintenant qu'ils voient qu'on fonctionne, ils se réinterrogent aussi. La preuve par l'exemple, finalement, c'est souvent le levier le plus puissant. C'est-à-dire qu'au départ,
certain nombre de personnes nous disaient vos prix ne sont pas assez élevés, ou ça on ne fait pas comme ça, ou pourquoi est-ce que vous emmerdez à fonctionner de cette manière-là? Il y a un distributeur qui passe tous les jours, c'est super, il n'y a pas de souci, vous n'avez rien à avancer et autres. À chaque fois, on disait, ben, on le fait parce que le jour où il y aura une difficulté, on sera content d'avoir ce système-là, même si à l'instant T, c'est vrai que c'est un petit peu complexe à gérer, à manipuler. Et maintenant que ça nous a donné raison, ben, vous avez des gens à l'intérieur de l'écosystème relationnel qu'on a construit qui se posent aussi un certain nombre de questions. Merci Florian. Je ne vois pas d'autres questions. Alors moi, j'en aurais une sur justement votre dynamique à l'échelle du territoire toulousain. Donc vous dites que vous avancez finalement de votre côté en réfléchissant à toutes ces bonnes améliorations apportées. Vous ne recherchez pas forcément à tisser des liens avec d'autres opérateurs qui auraient les mêmes objectifs que vous, hein, des épiceries du même type sur Toulouse? Alors, on l'a fait naturellement avec 2, 3 personnes qui étaient dans notre réseau, mais sinon, si, aujourd'hui, il y a 2 projets qu'on travaille. Un premier qui est avec un lycée technique qui est juste à côté de chez nous. On essaye de co-investir sur un laboratoire pour pouvoir projeter une activité traiteur. C'est-à-dire que le lycée technique a des publics en formation professionnelle, agents de restauration polyvalente. Et ils avaient historiquement un vieux laboratoire qui était inutilisé. Et aujourd'hui, ils aimeraient bien le remettre en état pour faire des TP dedans, mais ils n'ont pas de budget. Et nous, on a besoin d'une cuisine. On aimerait développer une activité traiteur et on a besoin de quelque chose de plus que quelques heures qu'on arrive à gratter chez nos voisins. Donc, on essaie de construire une synergie avec eux, avec nous, on paye les travaux. Eux, ils utilisent le laboratoire pour leurs besoins pédagogiques et nous, on l'utilise pour nos besoins plus entrepreneuriaux. Ça, et sinon, vous avez peut-être, j'imagine, entendu parler de l'appel à projet Dessine-moi Toulouse. Il y a un collectif qui s'est monté qui s'appelle Eden, qui cherche à projeter au niveau des 3 cocus, sur une ancienne toulousaine, à projeter ce qu'on a appelé un espèce d'agri ou d'agroparc, en tout cas de petites structures entrepreneuriales ou associatives, où on travaillerait collectivement autour du mieux manger et on va dire ce qui est avant le biodéchet, enfin de tout ce qui est matière organique, voilà, c'est ça que je cherchais. Et donc nous, on participe à ce collectif pour essayer de collectivement avoir à la fois un entrepôt déporté, peut-être une zone de petite transformation, pouvoir s'appuyer sur des maraîchers qui sont à côté. Enfin voilà, on essaye de trouver d'autres collectifs auprès desquels on pourrait se greffer. Merci Florian. En complément, du coup, ça va dans le même sens, mais j'ai une question de Mélanie de l'agglomération de Rodez qui demande si vous envisagez de dupliquer votre modèle sur d'autres territoires. Et là, peut-être Rodez, justement, le territoire de Rodez, puisqu'elle en vient. On y a réfléchi un temps, mais c'est vrai que pour l'instant, on est plutôt dans une dans une réflexion sur une intégration verticale, c'est-à-dire qu'on essaie de remonter sur la chaîne de valeur. Alors, le nom du collectif, je vais le mettre là, ça s'appelle Eden. Donc non, pour l'instant, on n'a pas les ressources humaines nécessaires pour dupliquer le modèle sur d'autres territoires. Et d'autant plus que, mais c'est un peu comme l'écologie industrielle et territoriale quand on en fait dans des collectivités locales ou sur des territoires. C'est des choses qui doivent être portées par des acteurs qui s'inscrivent sur le terrain, qui s'inscrivent dans des écosystèmes déjà préexistants. Je ne peux pas calquer le modèle Ultramarino Sana dans un autre environnement et imaginer que ça marche. Il faudrait que ce soit des gens de cet environnement-là qui, avec une autre réflexion, le fassent, alors en s'inspirant pareil, d'ailleurs à seul l'économie circulaire, mais un copier-coller, on y réfléchit, mais on a peur que ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire qu'à chaque fois, c'est quand même très lié à un contexte. Et le choix, vous l'aurez compris, aussi des produits espagnols à Toulouse, il est plus que évident, parce qu'on est quand même sous influence espagnole claire. Donc il y a toute une logique. C'est pas se sourcer en Espagne pour faire joli. Donc il y a aussi cette ressource culturelle dans laquelle on puise. Et dans d'autres environnements qu'on maîtriserait moins, ce n'est pas certain qu'on y arrive. Donc l'idée, c'est plutôt de dire à d'autres acteurs,
Posez-vous la question de l'économie circulaire, mais plutôt comme un outil de stratégie d'entreprise, hein. C'est-à-dire que quand vous n'avez pas un conseil d'administration avec des grands stratèges, c'est déjà une bonne manière de se poser les bonnes questions. Et finalement, en intellectualisant un certain nombre de démarches de bon sens, ça vous donne des outils pour être tout à fait compétitif par rapport à des machines beaucoup plus grosses. Et nous, on a tout à fait trouvé notre place. On est juste à côté d'un Carrefour City et d'un casino. On est juste à côté du marché des Carmes. Il n'y a pas de difficultés particulières. On arrive à trouver notre place là-dedans. Alors, un grand merci, Florian. On va te laisser te reposer un petit peu et on va se retourner vers Audrey. Une question, est-ce que vous pouvez donner des exemples d'entreprises régionales qui sont engagées dans la norme AFNOR, donc EC 26000? Oula, il n'y a pas de liste officielle, mais il y en a beaucoup qui se sont Quelques engagés. exemples, ouais. On doit avoir des entreprises de communication comme Alter Ego ou Ecom qui se sont engagées dans ce type de certification. Enfin, c'est pas une certification du coup, hein, on certifie pas, on s'évalue, on s'auto-évalue. Il doit y avoir aussi des entreprises comme, je ne sais pas si Airbus s'est engagé réellement dans une démarche ISO 26000, mais en fait, c'est pas tant l'ISO 26000 qui pose, enfin qui démontre un engagement RSE, c'est vraiment une démarche voilà, qui va plus loin que ça. L'ISO 26000, c'est des lignes directrices, donc on peut ne pas afficher un ISO 26000, mais être dans une démarche. Donc la question, je la trouve un petit peu délicate, parce qu'en plus aujourd'hui, il existe de nombreux labels aussi autres dont on n'a pas parlé ici. Et voilà, je pense que si vous voulez savoir quelles sont les entreprises qui s'orientent vers de l'ISO 26000, allez sur le site internet de l'entreprise en question pour savoir, voilà, quelle est la démarche RSE en place. Voilà. Mais c'est pas forcément le critère de la démarche. Voilà. Mais c'est une directrice très, très intéressante. Voilà. Voilà, je peux pas donner plus de détails, j'ai pas de liste exhaustive en tête de. Voilà. Il y a 14001, oui, pour Airbus, merci. Voilà. Effectivement, j'ai travaillé dessus. Mais la 26000, c'est encore quelque chose de très volontaire et plus un cadre qui permet d'avancer, de savoir vers quoi on va, mais pas forcément une certification au sens de la 9001 ou de la 14001. Voilà. Il Ok, y a merci. Regabat sur Castres, du coup, il y a des gens qui proposent des réponses, merci, c'est gentil. Et Valérie Edouard, donc du coup sur Toulouse, dans le cadre du dispositif Agilité, Toulouse Métropole accompagne une centaine d'entreprises dans la RSE, Parfait. qui est l'accompagnement de la collectivité, RSE et économie circulaire, pardon, pour être tout à fait complet. Et elle indique le site pour retrouver ces entreprises. Voilà. Parfait. Est-ce que j'ai loupé une question? Hop. Ah, Bosch. bah, pour des témoignages effectivement à Bosch, Rodez qui applique une politique RSE également. Toujours une question de Mélanie. Mélanie de l'agglomération de Rodez. Existe-t-il des aides pour aider une entreprise à se convertir en économie circulaire? Il me paraît plus simple de penser ce modèle économique à la création de l'entreprise que de se convertir plus tard, bon, suivant le modèle effectivement présenté par Florian. Il existe, alors là pour le coup je pense que c'est plutôt une question qui, qui nous regarde nous, je ne sais pas, vous compléterez. La région et l'ADEME sont des accompagnants importants justement sur ces sujets de l'économie circulaire. Je peux vous renvoyer, je ne sais pas si ça a commencé, mais les ateliers justement qui sont à l'attention des collectivités ou des entreprises plus tard dans la journée pour vous présenter un petit peu les dispositifs qui peuvent exister globaux d'accompagnement pour vous aider à passer le pas. Il y a un programme régional d'action en faveur de l'éco-conception qui est piloté par le pôle éco-conception qui est en capacité d'apporter du conseil. Et il y a tout ce qui a été évoqué aussi ce matin autour du club Terre de FC sur l'économie de la fonctionnalité et de la coopération.
et le réseau d'accompagnement sur le nouveau modèle économique aussi de l'OIT qui a très largement été évoqué ce matin et à l'instant également. Donc, voilà. Et si je peux juste compléter sur le fait que, oui, effectivement, partir de zéro, c'est effectivement carte blanche pour créer un modèle d'économie circulaire, mais ça ne veut pas dire que sur une structure existante, on ne peut pas s'améliorer. Et j'ose espérer qu'on ne va pas être obligé de faire table rase de l'existant, de tout ce qui existe aujourd'hui pour améliorer notre monde. Vous voyez, Bruno Garde vient de mettre effectivement le lien vers l'atelier. Donc, n'hésitez pas à y participer pour avoir toutes les informations sur les accompagnements financiers ADEME Région. Voilà. Oui, d'ailleurs, il y a la liste des autres ateliers sur la présentation aussi de votre forum sur l'économie circulaire. Donc, peut-être qu'on peut partager la liste des ateliers suivants, non? Absolument, bonne idée. Je remets la présentation. Hop, ça arrive. C'est lent, désolée. Teams fatigue. Ouais. Bon. De toute façon, j'ai mis dans le fil de la conversation la version PDF aussi de la présentation, dans laquelle vous avez la liste des ateliers à suivre au fil de la semaine. Absolument. On retrouvera également sur Cyclope, donc la plateforme des acteurs de l'économie circulaire, dont il y a un atelier d'ailleurs qui est prévu pour mieux connaître son utilisation, l'ensemble des supports. Et on essaiera de mettre un lien aussi vers l'ensemble des enregistrements vidéo. Par rapport aux difficultés de téléchargement de la version PDF, vous aviez peut-être prévu une autre manière de le communiquer. Effectivement, j'ai pas. Pardon. Non, mais c'est très bien. Donc ça sera complémentaire pour ceux qui. Non, il n'arrive. A priori, c'est pas téléchargeable sur le. Il y a un problème. Ok, donc on vous renvoie vers Cyclope. Effectivement, vous aurez l'ensemble Cyclope. des supports. Pas de souci, vous retrouvez l'exhaustivité des supports des 17 ateliers. On a parlé du commerce alimentaire, mais tout ce qu'on a vu en économie circulaire et RSE, c'est valable pour tout secteur d'activité, toute dimension d'entreprise. Il ne faut pas l'oublier, et aussi dans une transformation d'activité. Voilà, je ne voudrais pas qu'on reste sur... Il ne faut pas résumer à la TPE, à l'épicerie. Ça touche heureusement un public beaucoup plus large. L'idée, c'était juste de vous faire toucher du doigt que si c'est possible pour des tout petits, je vous laisse imaginer les marges de manœuvre et les modèles de résilience ultime qu'on pourrait penser pour des plus gros. Tout à fait. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup à la région pour aussi cet atelier Merci à et vous. ce forum très intéressant. Oui. Merci à vous, effectivement. Dans C'est les témoignages effectivement qui arrivent dans le chat. Un grand merci pour votre intervention à tous les deux, très enrichissant, qui a permis d'être vraiment très, très pratique sur les présentations des liens entre RSE et économie circulaire. Pour vous dire qu'il y aura un petit temps lors de la plénière de clôture qui permettra de revenir très rapidement sur le contenu de cet atelier. Et puis, donc, on retrouvera effectivement l'ensemble des supports sur Cyclope. Et si vous voulez des renseignements complémentaires, quoi qu'il en soit, on vous laisse prendre la tâche des deux intervenants. N'hésitez pas à nous les demander si vous n'avez pas les coordonnées. Voilà. Tout à fait. Sur la présentation, nos adresses mail sont disponibles et on répondra avec grand plaisir aux questions ou aux besoins d'informations complémentaires. Voilà. Tout à fait.
Eh ben, c'est une belle réussite pour ce premier atelier du Forum 2020. Donc, encore un grand merci de la part de tout le monde. Et puis, on se donne rendez-vous du coup vendredi après-midi pour la plénière de clôture. Merci infiniment. Merci beaucoup. Bonne Bonne continuation. fin, bon après-midi. Bon Au après-midi. revoir. Au revoir. Merci à tous.